Prioritairement les sièges de devant, s'il vous plaît. Nous prions les invités de se rapprocher et de remplir prioritairement les sièges de devant, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette session plénière du jour 2 du Forum économique Togo-Union européenne. Cette session va porter sur le thème Togo, le centre d'affaires, d'investissement et de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest. Pour cela, nous allons avoir tout à l'heure d'éminents panélistes, mais nous avons surtout le privilège d'avoir en keynote speaker quelqu'un qui nous honore de sa présence et qui va nous apporter son expertise sur ce thème. J'ai la joie et le privilège de vous inviter à accueillir l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, M. Dominique Strauss-Kahn, que je vous invite à accueillir par des ovations nourries et à écouter avec grand intérêt. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord remercier les organisateurs, à commencer par le Président lui-même, de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir cette seconde journée du Forum Togo-Union européenne. Et pour aborder cette question du rôle que le Togo peut jouer, doit jouer dans le développement à venir de cette partie de l'Afrique, je crois qu'il faut commencer rapidement par dresser un peu le tableau large, c'est-à-dire regarder avec un grand angle. Regarder avec un grand angle ce qui se passe en Afrique, parce que, évidemment, le développement du Togo ne saurait se faire à l'écart de l'évolution générale de l'Afrique. Je dois dire qu'à court terme, je trouve les perspectives plutôt encourageantes. En 3 ans, l'Afrique a gagné 2 points de croissance, passant en moyenne de 2 à 4, ce qui est quand même très différent de ce qui se passe dans le reste du monde. 2 à 4% de croissance, ça peut sembler modeste, mais si on ramène ça à la croissance par tête, alors ça change tout. Parce qu'on change de monde, on est d'une situation où la croissance par tête décroît, ou plutôt le PIB par tête décroît, à une situation où, au contraire, on a une croissance. À vrai dire, la donne a beaucoup changé au cours de ces dernières années, vous le savez tous, et je vais vite sur ce point, mais l'irruption de la Chine sur le marché africain a changé la donne. Elle a augmenté la demande, elle a multiplié les partenaires auxquels les Africains peuvent s'adresser, et donc la relation même de la croissance et du développement que l'Afrique peut avoir n'est plus la même que celle qu'on pouvait connaître lorsque la relation restait très bilatérale avec les pays européens et un peu les États-Unis. Ceci se traduit par une situation, là aussi à court terme, plutôt heureuse en matière d'investissement direct, qui ont sensiblement augmenté de façon assez historique. Pareil pour les transferts, les remittances, à tel point qu'aujourd'hui, ces remittances sont supérieurs aux investissements directs et à l'aide publique au développement réunis, pour un total qui fait grosso modo 10% des PIB africains. Tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Évidemment, les problèmes structurels demeurent et ils ne disparaissent pas comme cela à court terme. J'y passerai très rapidement sur ceux qui sont les plus classiques, vous connaissez tous au moins aussi bien que moi, la faiblesse des infrastructures, la pression démographique, le nouveau type de problèmes créés par les questions environnementales. Je n'y viens pas en détail. Je veux juste insister sur un point, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir ensuite à propos du Togo, c'est la grande dissymétrie qui demeure entre l'Afrique et le reste de la mondialisation. Les exportations africaines font grosso modo 30% du PIB. Mais le commerce de l'Afrique avec le reste du monde fait 3%
du commerce mondial. Il y a donc une dissymétrie considérable qui fait que la mondialisation pèse sur l'Afrique, mais que pour le moment encore, l'Afrique ne pèse pas sur la mondialisation. Et je crois que c'est un des éléments très importants sur lequel je reviendrai et qui justifie l'ambition du PND togolais. Sur le plan des financements, qui est aussi un problème structurel classique, Carlos Gomes hier avait raison de dire qu'il y a de nombreux endroits en Afrique où il y a de l'argent. Il citait l'Afrique du Sud et les fonds de pension sud-africains. C'est juste. C'est juste, il reste que, au total, le niveau d'investissement africain reste faible, parce que l'épargne reste faible. On considère généralement que les pays aujourd'hui avancés ont décollé lorsque l'investissement représentait à peu près un tiers du PIB. Or, en moyenne toujours, en Afrique aujourd'hui, on en est à 20% du PIB. Donc on est très en dessous du niveau qui a permis le décollage dans la plupart des pays. Et puis, dernier sujet, là aussi je passe très rapidement, c'est celui de la spécialisation sur les produits de base, avec pour quelques pays cette fameuse maladie hollandaise qu'on connaît. Tout ça constitue un piège terrible parce que les produits de base ont des cours qui sont irréguliers, donc ça crée les problèmes que chacun connaît, les périodes de vaches grasses et ensuite les difficultés. Et puis surtout, ce sont des commodities et donc la concurrence se fait sur les prix et uniquement sur les prix. Et dans ces conditions, on est très coincé pour mener une politique industrielle qui différencierait les produits, qui jouerait sur la qualité, etc. Les réponses qui ont été données, c'est difficile à Lomé de ne pas évoquer cette fameuse convention de Lomé, la tentative de stabilisation, mais on sait aussi combien ça n'a pas donné de résultats très probants. Et donc, au bout du compte, je vous fais part de mon credo et qui justifie ce que je vais dire ensuite sur le Togo, c'est que c'est bien par l'industrialisation et par ce qui entoure l'industrialisation, notamment la logistique ou la finance, que doit se faire le développement africain. Rêver d'une Afrique qui reposerait uniquement sur l'exportation de matières premières n'a pas beaucoup de sens de mon point de vue. Il faut arriver à ce qu'on sorte d'une spécialisation dans les industries extractives qui n'ont pas beaucoup d'entraînement sur le reste de l'économie. Et les problèmes, pour cela, on les connaît. C'est évidemment les problèmes de la transformation, je ne m'y étends pas. C'est les problèmes du marché intérieur et de sa taille, j'y reviendrai dans une seconde. J'insiste sur un point peu souvent cité et qui me paraît très important, qui est le coût de la main-d'œuvre lié à la structure des villes africaines. La surpopulation des villes africaines est bien connue. Il y a à Lagos 60 à 70% de la population dans les bidonvilles, quand il y en a 30 à 40% à Mumbai. Ça fait une très grosse différence et qui vient de ce que l'investissement dans le logement a été beaucoup plus limité qu'il aurait dû l'être, de l'ordre de 6,5% du PIB au cours des 10 dernières années dans les pays intermédiaires en Afrique, alors qu'il était de 10% dans les autres pays intermédiaires. Surpopulation, fragmentation de la ville avec du mitage, des villes qui ne sont pas continues, tout cela crée des coûts et surtout ne fait pas bénéficier de l'effet d'agglomération dont on a pu avoir ailleurs, qui réduit le coût de main-d'œuvre. À l'inverse, les coûts de main-d'œuvre sont élevés, 3 fois plus à Djibouti-Ville qu'à Mumbai, 20% de plus à Dar es Salaam qu'à Dhaka ou Bangladesh. Les exemples sont très nombreux, je ne m'y étends pas. Du coup, l'investissement international hésite à venir, l'exportation est plus difficile parce qu'on n'est pas compétitif. Alors une fois ce tableau rapidement dressé, quel est le zoom qu'on peut faire sur le Togo? L'effort qui a été fait est, je crois, extrêmement important et le taux de croissance en moyenne de 5% depuis 5 ans le prouve. Celui qui est attendu pour 2019 à 5,1% est dans la ligne. Sans doute faudrait-il faire mieux encore et je crois qu'on peut faire mieux. Mais déjà, ces 5% sont au sud de la moyenne du continent. Les efforts qui ont été faits et qui justifient l'ambition sont considérables. Il y a d'abord les efforts en matière de finances publiques. Vous me direz, finances publiques, c'est technique, c'est comptable, ça n'intéresse personne. Peut-être, sauf que c'est justement ce qui fait la base de la capacité de développement d'un pays que d'avoir des finances publiques saines. Du côté des dépenses comme du côté des recettes, avec la mise en place de l'Office togolais des recettes, le ménage a été fait. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais l'ordre a été remis en place ici. Et je crois que c'est très significatif pour ce qui est de l'avenir du développement économique du Togo. Ça se traduit d'ailleurs par une nouvelle relation avec le FMI et avec des dons projets qui ont
explosé entre 2017 et 2019, passant de 60 millions d'euros à 170 millions d'euros, avec des emprunts projets qui ont cru considérablement dans la même période, de 90 à 120 millions d'euros, ça fait quand même 33% d'augmentation. Tout cela parce que une nouvelle confiance des organismes internationaux s'est créée vis-à-vis du Togo grâce à cette remise en place en ordre de l'ensemble de ce qui était ses finances publiques. La pratique des préfinancements qui existait, pas seulement au Togo, ailleurs aussi, mais qui a toutes les caractéristiques nuisibles que l'on connaît, a été terminée. Et, bonne nouvelle pour les entreprises, nous sommes dans ce pays, grâce notamment à l'action du ministre des Finances, M. Yaya, quasiment au bout des arriérés qui étaient dus au secteur privé, puisque, avec l'année 2019, l'ensemble de ces arriérés devraient avoir disparu. D'où la justification du plan national de développement, qui est très ambitieux, bien entendu, qui existe dans beaucoup de pays sous des formes variées, mais qui ici a, je crois, des assises beaucoup plus solides qu'on ne peut les trouver ailleurs. Ce plan fait suite au fameux SCAP, que connaissent sans doute ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec le Togo, qui avait été un grand succès dans le passé, notamment à l'origine de la création de l'idée des agropoles. Et le plan, le PND, bien sûr, s'il fait une part à l'investissement public, est obligatoirement limité de ce côté-là, ne serait-ce que pour garder des finances publiques responsables. C'est donc bien sur l'investissement privé que le plan doit compter pour réussir. Ça suppose quoi? Ça suppose une amélioration du climat des affaires au sens le plus large, et je crois que de ce point de vue-là, tous les classements internationaux s'accordent à reconnaître que le Togo est rentré dans le groupe limité des pays qui sont aujourd'hui les plus réformateurs. Ceux qui mettent en œuvre, ça prend du temps bien sûr, ça ne change pas dans la nuit, il faut laisser passer des mois de mise en œuvre, mais le Togo est clairement aujourd'hui dans le groupe qui, de ce point de vue-là, réforme véritablement le climat dans lequel sont les entreprises. J'ai parlé des arriérés tout à l'heure, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Si bien que les opportunités sont là, opportunités dans le domaine énergétique, dans le domaine agricole et dans un rôle particulier que le Togo peut jouer et doit jouer, qui est celui de hub logistique. Pour réaliser ça, il faut encore faire beaucoup de choses. Et je ne veux pas donner le sentiment, avec la description que je faisais à l'instant, que tout est réglé en matière d'accueil des investissements étrangers et de développement au Togo. Il faut encourager les PPP dans l'eau, dans l'électricité, dans les communications. Il faut sans doute une gestion plus dynamique des entreprises publiques, réglementation, privatisation. Tout ça est à l'œuvre et tout ça doit aboutir. Il faut évidemment régler un problème bancaire qui est la condition pour que le Togo retrouve ce rôle qu'il a connu dans le passé d'être un centre financier majeur de la région, mais ce problème bancaire aussi peut être réglé. La réalité devant laquelle je crois que le pays se trouve, pas plus que d'autres, mais comme d'autres, c'est que le temps est long entre la décision prise dans le bon sens et l'exécution. Et tout, en fait, comme le disait Napoléon, n'est qu'affaire d'exécution. Il faut, à l'arrivée, que ce qui a été décidé se mette en œuvre et dans des délais brefs. Et s'il est un point sur lequel, sans doute, des efforts plus importants que par le passé doivent être fournis, c'est bien sur cette capacité d'exécuter ce qui a été décidé. Alors, entre le grand angle de la situation africaine et le zoom sur le Togo, il y a un entre-deux qui est très important pour le Togo. C'est l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est une sorte de tarte à la crème dont on parle volontiers, en la regrettant qu'elle ne se fasse pas mieux. Pourtant, elle est indispensable pour le continent, pour le sous-continent et en particulier pour le Togo. Elle est indispensable parce que ça crée les effets de grands marchés sur lesquels je ne m'étends pas, mais il est évident qu'un investissement industriel ou un investissement commercial ou un investissement logistique ne trouve pas du tout la même rentabilité selon le marché auquel il s'adresse, et donc l'effet de grands marchés est indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine de la création de l'Union européenne, et si, dans le débat sur le Brexit que nous contemplons tous aujourd'hui avec une certaine tristesse, on voit bien que les Européens s'arc-boutent, c'est sur une chose qui est le marché unique et le maintien du marché unique, car ils savent que l'essence même
de ce que l'Union européenne a pu apporter aux États membres, c'est justement ce qui repose sur le grand marché. De la même manière ici, ce phénomène de grand marché est décisif. Mais pour qu'il y ait grand marché, il faut que les villes africaines soient capables de se développer comme l'ont fait les métropoles dans le reste du monde. Et c'est le point sur lequel je veux insister fortement à la fin, c'est que ce que nous vivons depuis quelques décennies est un changement complet de l'économie territoriale. Avant, nous avions des nations et éventuellement des nations qui s'allient à d'autres. Aujourd'hui, nous avons des métropoles parfois coupées de leur hinterland, mais qui ont créé un réseau de métropoles qui crée une nouvelle géographie politique et une nouvelle géographie économique. Or, ce qui est très frappant, c'est que s'il y a 4 grandes villes africaines dans les 50 villes les plus peuplées de la planète, il y a 0 ville africaine dans les 100 premières villes en termes de produits urbains bruts. Il n'y a pas de métropole au sens de la métropolisation. Il y a des mégalopoles, des grandes villes, mais il n'y a pas de métropole qui attire l'activité au sens de la métropolisation dans le reste du monde. C'est très important, pourquoi ? Parce que le lien entre ces métropoles et l'hinterland crée justement la valeur. Et en Afrique, quelques ports, dont Lomé, ont certainement cette capacité à devenir, pas à l'être déjà, mais à devenir une des grandes métropoles africaines. La capacité d'irriguer les 16 États africains qui n'ont pas d'accès à la mer passe par les ports. Ces ports, il en est de différentes qualités. Celui de Lomé est d'une exceptionnelle rareté. Bien sûr, sans doute des aménagements y sont encore nécessaires en termes d'organisation principalement. Mais c'est là, pour le Togo, un effet, un don du ciel en quelque sorte, qu'on ne peut pas laisser de côté. D'où la logique du plan national de développement qui, à côté de secteurs plus traditionnels comme l'agriculture, les réseaux, l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, met l'accent sur la logistique, car c'est là qu'il y a une capacité exceptionnelle de ce pays, pas d'un autre, d'obtenir un développement très rapide dans les années qui viennent, sous réserve d'arriver évidemment à avancer sur les différents sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est pourquoi le point de bascule aujourd'hui est atteint. C'est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça s'entend bien sûr dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, mais c'est maintenant qu'il faut que le pas décisif qui permettra de constituer ce pôle logistique fondé sur le port de Lomé, caractéristiques géographiques et historiques exceptionnelles, reposant sur toute la théorie qui a été construite par des générations d'économistes sur la métropolisation et sur l'irrigation de l'Hinterland se mettent en œuvre, et je crois que les efforts qui ont été consentis pour remettre à plat les finances publiques, rééquilibrer la situation, avoir une base saine de démarrage, peuvent aujourd'hui porter leurs fruits. C'est pour ça qu'une session comme celle à laquelle nous allons nous consacrer maintenant va sans doute être l'occasion de mettre en lumière les différents points, notamment en matière financière, mais pas seulement, sur lesquels un démarrage est possible pour viser cette métropolisation et cette irrigation d'un certain nombre de pays africains à partir de l'économie togolaise. Merci beaucoup. Merci à M. Dominique Strauss-Kahn, que nous avons écouté avec grand intérêt pour toutes ces lumières. Nous allons poursuivre toujours dans le sens de ce thème Togo, le centre d'affaires, d'investissement et de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest, par accueillir maintenant le panel qui sera modéré par quelqu'un qui a une longue carrière d'une 20aine d'années dans le domaine de la finance.